Colin, tu l'as un peu mentionné, mais donc la Banque de France est un acteur prévisionnel parmi d'autres. Tu as mentionné le FMI, la BCE, l'OCDE. Dans tout cet écosystème d'acteurs, est-ce qu'on pourrait clarifier la spécificité et peut-être la place de la Banque de France ? En général, si cette question était posée par exemple au gouverneur de la Banque de France, il insisterait sur l'indépendance de la Banque de France. En fait, l'ensemble des acteurs, quand ils font une prévision, ils la font dans un objectif particulier. Le gouvernement, quand il fait une prévision économique, il l'a fait pour sa loi de finances pluriannuelle, il l'a fait pour son budget de l'année, etc. Donc il a pour objectif d'avoir une prévision qui permet de savoir quelles seront les recettes, quelles seront les dépenses, sur quoi on peut dépenser, etc. C'est ça son objectif. Le FMI, quand il fait une prévision, son objectif c'est de voir quels sont les pays qui ont potentiellement une insoutenabilité de leurs finances publiques, de leur économie à moyen terme. La Banque de France, quand elle fait une prévision, c'est pour éclairer une décision de politique monétaire. Donc à chaque fois, déjà, l'objectif est légèrement différent. Deuxième chose, comme je le disais juste avant, parce que je me suis un peu emmêlé des versets au milieu de la réponse, il y a l'indépendance. Le gouvernement, Bercy, quand il y a une prévision, la prévision, elle accompagne un projet de loi de finances. La Banque de France, elle doit de compte qu'elle, d'une certaine manière, à personne quand elle fait sa prévision, et donc elle peut écrire ce qu'elle veut. Ça veut pas dire que la prévision est fondamentalement meilleure. C'est-à-dire qu'on peut prendre des hypothèses différentes. On n'a pas les hypothèses nécessairement du gouvernement, plutôt les hypothèses de la BCE, nos hypothèses, etc. Donc je dirais que les différences, c'est dans les objectifs, et ensuite dans le degré d'autonomie dans la prévision qui est faite. Je pense qu'un exemple assez parlant, c'est il arrive souvent qu'on dise aux agents du Trésor, c'est de viser un déficit particulier. Donc c'est-à-dire de trouver toute mesure d'économie permettant de viser ce déficit. Nous, comme on n'a aucun effet sur la politique budgétaire, on n'a pas d'action possible pour viser un déficit. Donc ce qu'on a, nous, ça va être plutôt est-ce qu'on croit dans la possibilité de faire une réforme, est-ce qu'on croit que ce sera fait, est-ce qu'on aura le montant total qui sera vraiment obtenu. Et donc c'est fait sur tous ces ajustements d'hypothèses que nous on a un autre type de prévision qui généralement ne s'éloigne pas trop de celui du gouvernement parce que c'est quand même plutôt bien fait globalement, mais donc il y a quand même un certain degré d'indépendance, notamment dans notre vision de ce qui sera fait à moyen terme. La Banque de France n'a pas de visée politique. Alors il y en a une quand même malgré tout, c'est d'ancrer un petit peu, d'expliquer la politique monétaire comme le disait Colin, et d'ancrer un petit peu aussi le forward guidance, c'est-à-dire que si on prenait une inflation à 6% et que pour autant on baissait les taux, ça serait complètement faux. C'est dans la mesure où par exemple on considère que l'inflation va baisser vers notre cible d'inflation qu'on est capable ensuite d'ajuster nos taux. Et c'est en cela qu'il y a une visée politique. Mais cette visée politique, elle est quand même beaucoup plus restreinte que celle du gouvernement. Je sais pas si on peut dire visée politique du coup. C'est plutôt technique, plutôt informationnel. Ouais. On peut peut-être passer maintenant à une partie plus carrière et conseil professionnel. Quels sont les avantages à travailler à la Banque de France ? Je pense que ça dépend du moment de la carrière. Juste après les études, c'est plutôt une excellente institution parce que les salaires sont globalement très bons en comparaison du privé. On travaille sur des missions extrêmement diverses, extrêmement variées dans lesquelles on peut être formé. Et on n'est pas forcé d'avoir toutes les qualités requises, toutes les compétences requises pour arriver, notamment quand on vient du concours. Et pour le coup, on retrouve peut-être plus le fonctionnement presque d'une banque privée. On a quand même des questions un petit peu de promotion, on a des questions de suivi d'évaluation qui se rapprochent peut-être un peu plus de grandes institutions comme BNP Paribas ou Société Générale. Dans les avantages, il y a un qui est souvent mis en avant, c'est quand même que c'est une des institutions où il y a le plus de formation. Globalement, quasiment tous les ans, chaque agent a une, 2 semaines de formation et parfois des belles formations qui sont offertes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel la banque insiste pas mal. Et ensuite, il y a quand même une pluralité de missions. En fait, c'est une grande boîte, donc il y a le cœur de mission. Donc le cœur de mission, c'est le mélange de l'analyse éco et de la politique monétaire et un peu donc stabilité financière. Mais il y a des juristes, il y a des gens qui sont informaticiens, des comptables. Exactement. Donc plein de métiers pour plein de gens. Avec 3 grands services en plus très différents. Donc d'un côté, on a des économistes, de l'autre côté des contrôleurs, des gens qui font de l'audit. C'est vraiment des missions très très diverses. Sur le siège, on est au centre de Paris. Équilibre vie pro vie perso, c'est quand même assez appréciable. C'est-à-dire qu'on n'a pas des horaires qui est très extensif, c'est-à-dire qu'on finit à finalement des horaires de bureau classiques et donc on n'est pas soumis à une pression impressionnante ou incroyable qu'on pourrait trouver dans des banques d'investissement. C'est pas souvent d'être le cas. Moi j'ai pu me former, j'ai pu faire une licence de physique à côté, c'est pour dire qu'on est capable de faire quand même pas mal de choses à côté malgré les missions, faire durant ces missions. L'important c'est il y a à la fois cet aspect formation et à la fois l'aspect c'est une entreprise relativement flexible en fait avec ses agents. Il y a certains agents qui par exemple veulent avoir une vie de famille encore plus étendue ou une autre passion et donc ils sont au 4/5e. Pas particulièrement un problème d'en fait faire une semaine de 4 jours pour un certain nombre de personnes avec le salaire en moins bien sûr. Et tu l'as dit au début de l'entretien, moi je donne des cours à côté et ça la banque l'autorise et même d'une certaine manière le promeut. Ça fait partie un petit peu aussi des missions de service public qui sont aussi des missions d'éducation, notamment la question économique, et même il y a aussi des gens qui rentrent à la banque et qui commencent une thèse au sein de la banque en partenariat avec la banque. Alors même qu'ils sont déjà agents avec la banque, t'as pas particulièrement intérêt à ce qu'ils fassent une thèse de base, mais il y a une sorte de valorisation vraiment des compétences acquises aussi durant la formation
professionnelle, durant l'expérience professionnelle. Et donc ça, c'est quand même des avantages, un avantage indéniable quand on commence notamment la vie active et qu'on a envie de compléter un petit peu tout son panel de compétences. Et de continuer à apprendre. Ouais. Et en termes d'ambiance de travail et peut-être de culture institutionnelle, qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend des services, je pense. C'est ce que j'allais dire. Je pense que en fonction des services et en fonction des missions, c'est pas exactement la même ambiance de travail. Après, de manière générale, c'est une vieille institution. La formule, c'est de dire que la Banque de France est une vieille dame de 200 ans. Donc, on n'est pas dans un environnement de travail type start-up dans lequel c'est la déconnade, dans lequel c'est baby-foot à la pause, etc. La Banque de France, c'est pas non plus ça. De la même manière, dans le travail, c'est un travail qui est assez hiérarchisé. Travail où, par exemple, il y a une commande qui va descendre du haut vers le bas avec, qui va passer à chaque étape de direction, qui arrive sur mon bureau, je la fais, et ensuite, ascenseur qui monte et qui descend. Donc, c'est une structure très hiérarchique qui est assez différente, à mon avis, d'autres environnements de travail. Ensuite, sur est-ce que les gens sont sympas, etc. On est dans un département qui est globalement très sympa. Ouais. Il y a une trentaine d'agents dans le département. Je pense qu'il y en a la moitié qui ont autour de la trentaine. C'est pour dire que si les gens sont plus vieux, c'est un problème. Mais en tout cas, nous, en tant que personnes qui sortent d'école, pour qui c'est un premier travail, c'était plutôt appréciable. Nous, par exemple, on a une direction dans laquelle, de temps en temps, on confond l'entreprise avec limite les études. Quasiment une promotion de personnes. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Ça peut exister aussi dans d'autres métiers. Par exemple, dans les métiers du conseil, pareil, c'est très jeune, etc. Donc là, de ce point de vue, nous, on a un service qui est quasiment sur une ambiance qui peut ressembler à ça. D'accord. Et peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur la préparation des concours. Comment est-ce qu'elle s'est déroulée pour vous? Est-ce que vous l'avez bien vécu? Alors, moi, j'avais fait une prépa dont le but, c'était de passer le concours de l'ENA, donc qui est plus élargi que le concours de la Banque de France. À l'ENA, vous aviez, alors c'est en train de changer, mais vous aviez 5 matières. Vous aviez finances publiques, vous aviez économie, droit public, questions sociales, qui était une forme de connaissance de ce qui se fait au ministère de la Santé, au ministère des Solidarités, et une épreuve qui s'appelait questions contemporaines, qui est une forme d'épreuve de culture générale / philosophie de l'État. Donc, vous aviez toutes ces matières. À la Banque de France, vous avez finalement 2 matières, qui sont une matière où vous avez une forme de synthèse d'économie. Donc vous avez plein d'articles, de journaux, d'économie, et vous avez un certain nombre de questions. Donc là, il faut avoir une bonne compréhension de l'économie de manière générale. Et ensuite, vous avez une épreuve à option. Là, je suis en train de parler des épreuves d'admissibilité pour quand on entre à la Banque de France. Vous avez une épreuve à option durant laquelle vous pouvez choisir droit public, économie, mathématiques et stratégie d'entreprise. Ouais. Exactement. Moi, par exemple, venant de Trépéna, où il y avait droit public et économie, j'avais tout à loisir de choisir entre les deux. J'ai choisi économie. Sur la préparation, moi, j'ai fait une préparation qui était longue, qui était exigeante, parce qu'en plus, j'avais plus de matière finalement que ce dont il y a besoin à la Banque de France. La Banque de France, je pense qu'il faut tout de même arriver préparé. Il faut tout de même arriver et déjà avoir regardé un petit peu à quoi ressemble une épreuve. Je pense qu'il y a sûrement des meilleures copies sur le site de la Banque de France. Je pense que ça existait. Pour regarder déjà le style, l'attendu, le niveau de difficulté. Alors c'est toujours la meilleure copie, donc elle est un peu mieux que ce qu'il faudrait faire, hein, bien sûr. Et ensuite avoir en tête, en tout cas pour la partie économie, que sur les 2 épreuves, entre la note de synthèse et l'option, il y aura probablement au moins une des 2 qui portera sur une des missions de la Banque de France, que ce soit stabilité financière, stratégie monétaire. Donc il faut avoir une bonne compréhension des mécanismes éco. C'est pas non plus le concours le plus difficile du monde. Non. Mais il faut quand même le travailler. Mais il faut le travailler. Argument d'autorité, on est tous les 2 correcteurs. Et toi, t'as déjà corrigé les 2 épreuves, moi j'ai corrigé uniquement l'épreuve à option. Non, j'ai corrigé seulement l'épreuve de note de synthèse. Personnellement, pour la préparation, je l'ai préparé tout seul, le concours. Ouais. Parce que j'ai préparé notamment les spécialités en mathématiques. Là, il existe assez peu de prépa. Enfin, je crois qu'il y a que le CNED qui propose éventuellement une préparation, et encore, je sais pas exactement en quoi elle consiste. Mais globalement, c'est des épreuves assez classiques. Il faut connaître parfaitement son programme. C'est le programme de MP à peu près en prépa. Mais après, les exercices en eux-mêmes sont assez classiques, dans la mesure où ils sont assez proches de ce qu'on attendrait de classiquement dans un concours d'école d'ingénieur, pas forcément pédidique, hein, mais des concours de base d'école d'ingénieur. Et après, globalement, sur l'épreuve de notes de synthèse, qu'on voit souvent dans les copies, c'est un manque de structure, enfin une incompréhension du sujet, ce qui fait que l'argumentaire est finalement assez vide, assez creux. Ce à quoi il faut faire bien attention, c'est bien comprendre qu'on attend en fait d'avoir quelqu'un en face de nous qui soit assez structuré, capable de prendre des connaissances, de les synthétiser, en vue d'un aspect pratique, de faire vraiment une note d'analyse ou une note d'action pour un chef, et c'est ça qui est attendu lorsqu'on passe le concours de la Banque de France. Et il n'y a pas nécessairement besoin de connaître tout sur, par exemple, la cybersécurité de la Banque centrale. Il y a quand même des éléments de dossier qui sont assez longs, mais c'est d'être capable de les synthétiser, de trouver la priorité des informations dans ce rapport, et c'est tout l'enjeu en fait de cette épreuve. C'est finalement de réussir à avoir un plan structuré et argumenté avec des connaissances qu'on réussit à tirer et à prioriser dans un dossier, dans un temps limité. Et en fait, pour l'épreuve à option, j'ai presque envie de dire la même chose. C'est la même chose pour tous les concours.
c'est aussi ce que je dis aux étudiants que j'ai pour la pré-PENA de l'IGPDE, c'est que en fait on vous demande pas d'être le meilleur économiste du monde, on vous demande pas de connaître toutes les théories économiques, de connaître les derniers papiers économiques, d'avoir une compréhension quantitative de l'économie exceptionnelle, on vous demande de dire clairement quelque chose qui répond à la question. Moi par exemple, je corrigeais l'année dernière, le sujet c'était quelque chose sur le mandat de la Banque centrale, ou c'était sur politique monétaire et Covid, quelque chose comme ça. Beaucoup de personnes partaient dans des délires incroyables en essayant de lier la moindre décision de politique monétaire à qu'est-ce qui s'était passé en Thaïlande. On vous demande pas quelque chose de compliqué, on vous demande une copie relativement courte, puisqu'en fait quand vous êtes correcteur vous avez plein de copies, vous voulez quelque chose de court et qui va droit au but, avec les impératifs de la copie, et pas forcément se perdre dans autre chose. Donc, et c'est un vrai effort en fait pour un étudiant qui souvent a bachoté pour son concours, qui a lu des manuels d'économie en entier, qui a plein de références en tête, qui a envie de caser des choses. C'est pas ça qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est vraiment, tu réponds à la question, tu le fais relativement succinctement pour pas que ça me prenne 40 minutes pour te corriger. Donc toi, Colin, tu es passé par une prépa, un centre de préparation. Alexandre, non. Lequel est plus commun ? Je pense que le commun, c'est la prépa. La prépa, d'accord. La plupart des gens viennent soit de la prépa de Sciences Po, soit de la prépa Paris 1 ENS. En fait, les deux prépas qui préparent à la fois au concours de la Banque de France, au concours des assemblées et au concours de l'INSP maintenant. Très bien. Peut-être une question aussi sur les compétences recherchées à la Banque de France chez les préparationnaires. Qu'il y a des choses vraiment importantes à avoir en arrivant. Je dirais que c'est l'adaptabilité. On ne sait pas sur quel poste on va vous mettre au moment du recrutement. En fait, c'est une fois que vous êtes recruté qu'on va décider sur quel poste on va vous mettre. D'accord. Donc, globalement, ce qu'on veut, c'est des gens qui soient suffisamment à l'aise pour pouvoir faire un peu n'importe quoi. Il y a l'esprit suffisamment bien fait pour être adaptable à beaucoup de situations différentes. Donc, c'est bien fait, toi. Ouais. Pas aussi bien que toi, t'étais de major. Oh, waouh. Major de concours. Okay. De son année. Mais oui, donc je pense que le critère principal, c'est l'adaptabilité. Ensuite, faut pas oublier que généralement, quand même, quelque chose d'assez important, c'est tout simplement être relativement sympa. Enfin, il y a un cadre de vie qui fait qu'on a envie de plus de travailler avec des gens sympas, et donc en entretien typiquement, notamment en grand oral, il y a quand même une prime à celui qui sera suffisamment sérieux, mais capable de mettre les gens à l'aise, de se sentir à l'aise dans un groupe. Notamment, on regarde sur le recrutement, généralement les gens sont plutôt à la banque, dans nos promos, pour les connaître, c'est des gens qui sont tous très sympathiques, capables de mettre à l'aise, qui ont une vraie intelligence, je pense, assez émotionnelle. Donc ces choses, je pense qu'on ne dit pas assez, on pense que c'est beaucoup dans les compétences, mais aussi des compétences en fait relationnelles et humaines. Des soft skills. Oui, exactement. Tout à fait. En fait, t'as un peu une première partie d'admissibilité sur est-ce que t'as la tête bien faite, est-ce que tu sais répondre aux grandes exigences de l'économie, est-ce que tu comprends comment ça fonctionne, et ensuite c'est un entretien d'embauche. Et c'est un entretien avec une grosse partie qui est un entretien de fit. Et donc, c'est un peu le conseil qu'on m'avait donné quand j'étais en classe prépa petit avant d'entrer à HEC. On m'avait dit, un entretien, le but, c'est que la personne qui a 50 ans en face de toi t'en as 17, t'en as 18, se dise, c'est un bon gamin, j'ai envie qu'il travaille avec moi, j'ai envie qu'il soit dans mon école, limite j'ai envie de le laisser continuer à parler et qu'on finisse de prendre un café après l'entretien. Et vous devez être quelqu'un de mesuré, pondéré, mais sympathique. Bon, l'entretien touche presque à sa fin. Est-ce que globalement vous conseilleriez de venir travailler à la Banque de France ? Je pense que ça dépend de la personnalité, je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment insisté là-dessus durant l'entretien, mais la hiérarchie est quand même assez grande. En fait, il y a des tâches montent et puis descendent, et ça prend du temps. Et où parfois on a sur certaines missions, on n'a pas forcément un temps très court. Ça dépend en fait à quel point on est sujet à une volonté de travailler sous adrénaline ou pas. À la Banque de France, on a un cadre qui est plutôt calme, plutôt posé. La Banque de France en elle-même est une institution calme et posée qui justement doit insister sur une réputation de 200 ans, une bonne dame, la vieille dame, qui donne un certain cadre rassurant à l'économie. C'est un petit peu la même chose dans notre travail de tous les jours, c'est-à-dire qu'on est assez peu avec des 10 000 deadlines comme on pourrait en avoir en finance d'entreprise, conseiller en strat. Donc globalement, si on est sujet à une vraie grosse volonté de travailler sous adrénaline, faut pas venir à la banque. Par contre, si on a à cœur de travailler sur du long terme, sur des compétences qui sont diverses. C'est les avantages qu'on a dit au début, quoi. Oui, se former, travailler sur des sujets qui sont fondamentalement intéressants, travailler avec des gens qui sont intéressants, conciliation vie privée, vie familiale, voilà, tous ces avantages-là, si c'est le genre de choses que vous souhaitez, la Banque de France, définitivement, ouais. Après, faut quand même, et ça on l'a pas dit encore non plus, c'est que les carrières sont aussi relativement lentes en termes d'évolution. Ouais. Finalement, les postes de management sont quand même aujourd'hui un peu tous pris, et pour passer ces échelons, c'est assez difficile
difficile, notamment pour des gens qui, comme nous, qui ont 30 ans. On le voit notamment dans des directions, il faut quasiment avoir 40 pour commencer à faire du management, ce qui est quand même assez long, et ce qui est très rare par rapport à d'autres missions, comme en conseil, où au bout de 2-3 ans, quand des personnes commencent déjà à encadrer des jeunes qui viennent d'arriver. D'accord. Et ce qui est quand même beaucoup moins commun chez nous. En tout cas, ce qui n'est pas du tout dans notre direction, ce qui l'est peut-être un tout petit peu plus à la CPR, où au bout de 2-3 ans, on peut avoir un petit peu des responsabilités, encadrer les nouveaux qui arrivent, etc. Mais oui, ça, je pense que ça, c'est un des éléments importants auxquels il faut faire attention, notamment quand on vient de grandes écoles, qu'on a beaucoup de personnes autour de nous qui vont vers ce secteur privé assez dynamique en termes de progression de carrière. Ça peut faire bizarre parfois. Donc ça, c'est aussi un des éléments qu'il faut prendre en compte. Mais on l'a dit au début, il y a énormément d'avantages au fait de travailler à la Banque de France. Je pense qu'on pense pour beaucoup de gens. C'est aussi une histoire de personnalité. Et on n'a pas insisté sur une chose d'ailleurs sur laquelle on aurait dû, c'est le travail au sein d'autres institutions. Oui. La Banque de France, ça peut être une passerelle, mais c'est quand même pas la logique de l'institution. La logique, c'est que quand on est recruté notamment par concours, on y reste. Mais certaines personnes, notamment les meilleurs des agents de la Banque de France, peuvent imaginer partir à la BCE, à la Commission européenne, alors peut-être un peu moins à la Commission européenne aujourd'hui, mais à la Cour des comptes, au Trésor. Donc c'est aussi une voie possible pour aller dans d'autres institutions, un tremplin pour aller dans d'autres institutions, mais cette fois en détaché, en mise à disposition, voire en CDI, mais en quittant la banque. Très bien. Une toute dernière question. Quel livre, ressource ou ouvrage recommanderiez-vous pour mieux comprendre l'économie ou la finance ? Je laisse le meilleur d'entre nous parler. C'est super fun comme question. C'est super. Génial. Comment on va apprendre l'économie ? Quand tu nous as envoyé cette question, je savais pas trop comment y répondre, parce que en fait, ce que j'avais envie de te répondre, c'est que je pense dans la littérature économique, il y a un énorme gap entre les livres qui parlent d'économie d'entrée de gamme que tu peux trouver dans ta librairie, qui seront souvent assez militants et qui seront pas très adaptés en fait à ce qu'on fait dans une institution économique dans laquelle le but en fait c'est pas d'avoir beaucoup d'idéologie ou quoi, c'est de faire des calculs pour savoir quel est le taux d'intérêt neutre. Tu vois, c'est la technique. Donc ça ressemble pas beaucoup à ce qu'on peut voir dans la plupart des ouvrages d'économie que on irait voir à Gilbert Joseph. Donc moi, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui a vraiment envie de comprendre plus de choses à l'économie sans avoir besoin non plus de faire une thèse ou quoi, c'est 2 ouvrages. Le premier, c'est celui qu'on utilise souvent quand on est justement en pré-PENA avec un profil justement généraliste qui arrive sur l'économie. Ça s'appelle Politique économique et c'est de Agnès Benassi-Kéré, Jean Pisani-Ferry et Benoît Cœuré et peut-être une dernière personne, je suis désolé d'avoir oublié. Et ça, c'est l'ouvrage de référence quand par exemple on entre en prépa ENA ou en prépa à la Banque de France pour essayer de comprendre voilà, c'est quoi les grandes logiques de la politique économique, c'est quoi les grandes logiques d'une politique économique. Et il y en a un deuxième que j'aime bien, attention il est en anglais, on peut le trouver en PDF sur internet, ça s'appelle Modern Principles of Economics et c'est par 2 universitaires américains, l'un qui s'appelle Tyler Cowen et l'autre qui s'appelle Alexei Tabarrok, quelque chose comme ça, Tabarrok et Cowen. Et c'est un livre qui essaie de prendre par la main quelqu'un qui a 17 ans, qui aurait envie de comprendre comment fonctionnent les marchés, comment fonctionne l'économie de manière générale. Lui, il est plus centré sur d'ailleurs la sphère économique que sur la sphère politique, économique, étatique. Et celui-là est assez bien, je pense, pour essayer de comprendre, voilà, c'est comment réfléchissent les économistes, comment réfléchissent les économistes sur l'offre, la demande, etc. Ces 2 ouvrages. Ensuite, dans un ouvrage quand même, Gibert, qui peut être bien, après il faut peut-être un peu s'accrocher, il est un peu long, il y a Économie du bien commun de Jean Tirole qui est assez bien fait. Parfait. Cette première interview touche donc à sa fin. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. Merci à toi.